à la pompe, on paye au compteur. Jacques Attali, j'aimerais qu'on revienne, enfin pas qu'on revienne, mais que nous exposiez un petit peu les valeurs du monde. Les valeurs du monde aujourd'hui sont en grande partie donc celles de l'Occident, donc qui sont issues, on va dire, du monde judéo-grec, qui, vous le rappelez très très bien dans cet ouvrage, hein, Demain qui gouvernera le monde, et il y a eu l'individualisme qui en a découlé. Comment on peut faire aujourd'hui? Quelles doivent être enfin, pas quelles doivent être, mais quelles valeurs seront nécessaires pour qu'on arrive à avancer les uns les autres, 7 milliards aujourd'hui, 9 milliards demain, etc. Ces valeurs individualistes qui sont imposées par le fait que nos sociétés ont choisi toutes collectivement maintenant la liberté individuelle comme valeur dominante, au détriment d'autres valeurs qui auraient pu être dominantes comme l'immortalité ou la solidarité ou la fraternité. On a choisi et on peut comprendre. Chaque homme veut avoir plus de temps, plus de liberté, moins de contraintes, de rareté, etc. Mais il faut bien voir que ce n'est pas seulement une dimension idéologique. L'idéologie de la liberté, ça façonne notre modèle de développement mondial. L'idéologie de la liberté, ça fait que la démographie s'oriente vers l'espérance de vie la plus longue. Chacun pour soi. La liberté individuelle, ça veut dire que l'épargne s'oriente vers l'épargne pour soi et non pas l'épargne collective. On a un développement, une individualisation croissante de l'épargne. La liberté individuelle, ça façonne aussi tout le progrès technique, qui aurait pu être un progrès technique complètement différent, mais qui est un progrès technique qui a été de plus en plus vers les outils de l'individualisme. Et ce que dit Joël va aussi dans la prolongation de cet individualisme. C'est-à-dire, moi, je dois pouvoir tout déterminer moi-même. Donc, tous les progrès techniques, progressivement, ont été vers la constitution d'instruments pour l'individu. Toutes nos sociétés ont été façonnées autour de cet individualisme qui a donné le système du marché, la démocratie, mais qui sont en soi de choses formidables, mais qui portent en elles-mêmes une limite majeure au bout de la route, c'est que si je suis individualiste, je peux changer d'avis tout le temps, donc je crée un univers d'instabilité du contrat, puisque j'ai le droit de changer d'avis tout le temps, et donc un univers de précarité, un univers même, si on pousse plus loin, de déloyauté, ce qui fait que nous sommes dans des sociétés où le contrat de travail est de plus en plus bref, où le contrat sentimental est de plus en plus bref, où chacun est déloyal à l'égard des générations passées, donc les patrimoines, on s'en moque, et déloyal à l'égard des générations suivantes, donc on s'endette parce que c'est pas grave, c'est les autres qui paieront. Donc on est dans cet univers-là, et le basculement qui est nécessaire d'une société d'individualisme à une société d'altruisme commence, et ce que Joël a dit s'inscrit tout à fait dans ce courant, c'est-à-dire se rendre compte qu'on a intérêt à ce que l'autre aille bien. Si j'ai de l'eau pour boire, j'ai aucune raison d'avoir de l'intérêt que l'autre ait de l'eau. Mais si je parle une langue, j'ai intérêt à ce que tout le monde la parle. Sinon, parler cette langue ne sert à rien. Si j'ai un téléphone mobile, si je suis le seul à l'avoir, il ne me sert à rien. J'ai intérêt à ce que tout le monde ait. Donc, dans les sociétés, quand émerge le réseau, j'ai intérêt au bonheur de l'autre. Et donc, on voit progressivement, par l'émergence des biens en réseau, cet individualisme basculer dans un altruisme d'abord rationnel, un altruisme intéressé qui n'est qu'une des formes de l'individualisme. Mais je pense que c'est ça qui est en train de se passer dans nos sociétés. Évidemment, le pouvoir politique, lui, ne le comprend pas parce qu'il parle qu'à des individus en lui disant « avec moi, votre bonheur individuel sera le meilleur ». Il ne participe pas de ce... Et puis qui fonctionne sur un rapport de force en plus. Il fonctionne sur un rapport direct individu à individu et donc un rapport forcément hiérarchique. Et c'est ce changement-là qui commence. Joël parlait de la musique. Moi, j'ai toujours pensé que la musique était très annonciatrice des changements. Ce qui se passe en musique est très intéressant. Il est évident que la musique est un bien gratuit par nature. On tente de le rendre artificiellement rare par des choses comme Adopi en France. C'est évidemment absurde. Absurde, ça ne marchera pas. C'est pas ça qui va sauver les artistes. Mais c'est une tentative de maintenir une centralité dans la gestion du rapport à l'art. Et c'est ça qui est en train progressivement d'évoluer. Je pense que ce que dit Joël sur les smart grids est vrai, mais le processus d'installation en matière, dans les domaines matériels, je pense en particulier aussi à la ville, le domaine matériel, est beaucoup plus long que dans les domaines purement informationnels, la musique et la finance en étant des exemples, et la téléphonie mobile, enfin tout ce qui tourne autour de l'information, beaucoup plus facile. Donc il ne faut pas se tromper, les changements énergétiques
ne peuvent pas être aussi rapides que l'extraordinaire rapide émergence du téléphone mobile qui a couvert la planète en moins de 10 ans. Je suis d'accord avec 2 mots. Un sur l'individualisme qui me fait peur, comme toi, je crains, et l'autre sur la volonté politique pour changer la grille énergétique. Je commence par le dernier avant de revenir à l'individualisme. En Allemagne, quand Merkel a annoncé que 7 centrales nucléaires seraient arrêtées, en même temps, elle a annoncé un mix énergétique qui serait charbon, fuel, gaz russe, éolien offshore. Ce que personne n'a vraiment remarqué, c'est 2 choses. La première, c'est que son mix énergétique est modulaire. Modulaire, ça veut dire que c'est charbon pendant un certain temps, éolien offshore pendant un certain autre, mais ça peut se modifier. Ça n'est pas coulé dans le bronze ou dans le marbre, premièrement. Et deuxième chose qui a échappé un peu aux gens, je crois, la presse l'a un peu reprise, mais surtout le Herald Tribune, les journaux internationaux, ça a été repris dans le monde aussi, c'est qu'ils investissent, les Allemands, 37 milliards d'euros, donc c'est une volonté politique, 37 milliards d'euros dans une smart grid de 3600 km dans toute l'Allemagne, faite par Siemens. Je ne sais pas comment ils ont fait les appels d'offres, mais enfin bon. Donc, on se demande. Le meilleur mondial sur la smart grid, c'est Siemens, d'accord. 3500. Obama a voté il y a 1 mois et demi 200 milliards de dollars pour créer en 2018 une smart grid à l'échelle de tous les États-Unis. Donc volonté politique. Alors, la réponse, c'est lent, mais si la volonté politique est derrière, ça crée des emplois et ça lance des initiatives. Sur l'individualisme, moi je suis très inquiet. Je suis vraiment... Tu vois, tu disais, je suis optimiste de certains cas et vraiment pessimiste ou un pessimiste angoissé, un pessimiste heureux, je ne sais pas comment tu peux m'appeler, mais oui, un opti-pessimiste, comme disait Edgar Morin. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois dans la NetGen, ou la génération Y, ou les digital natives, comme on les appelle, ceux qui ont entre 12 ans et 19, 20 ans, la montée de ce qu'on appelle aux États-Unis l'instant gratification, la gratification instantanée. Pour eux, c'est no future. Il n'y a pas de futur. C'est même pas une semaine, leur futur. C'est même pas une semaine. Carpe diem. C'est la gratification instantanée. Je clique, j'ai la réponse. J'envoie un texto. Ils s'envoient 20 textos par jour pour savoir quelle est la bourse Love Stock Market. Est-ce qu'il m'aime, il m'aime pas? Tu m'aimes dans la journée à 17h, tu m'aimes plus. Avec 3 personnes en même temps, d'ailleurs. Donc, il y a une sorte d'immédiateté, de temps réel, de la mobilisation du numérique sur l'individualisme, moi, qui me terrifie. Et si on rajoute la tyrannie de l'insouciance, est-ce que c'est pour vous la tyrannie de l'insouciance, Jacques Attali? Non, c'est exactement ça. C'est tout ce que vient de décrire Joël. C'est le fait d'être obsédé par l'instant, de ne pas s'occuper du reste. C'est une sorte de dictature de l'instant et qui, en effet, s'accompagne d'un refus absolu de penser à autre chose qu'à soi-même. C'est bien ça. Et pour ça, il faut nourrir cette impatience, cette insouciance, d'une distraction permanente, donc de nouveautés permanentes, et de nouveautés qui sont évidemment pas toujours des vraies innovations. Tout ça est bien connu maintenant. Mais tout l'enjeu de nos sociétés, c'est comment ce basculement qui fait prendre conscience progressivement de ce qu'on a intérêt au bonheur de l'autre, de ce qu'on a intérêt au développement de l'autre, va se jouer. Je voudrais juste ajouter une réflexion qui va s'articuler avec ça. C'est qu'en fait, les 2 grands enjeux de la planète aujourd'hui vont être les enjeux environnementaux et les enjeux d'inégalité sociale à l'échelle de la planète, qui sont à la fois très graves et qui sont en train de s'aggraver à une vitesse folle. Il y a 1 milliard de personnes qui vont dormir ce soir ou qui sont déjà couchées sans avoir mangé. 1 milliard, c'est quand même pas mal. Et il y en a 2,5 milliards qui sont en situation de pauvreté. Et selon les statistiques les plus raisonnables, en 2050, sur 9 milliards, il y en a 4,5 milliards en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté, contrairement à tout ce qu'on raconte, en fait, s'aggrave. Elle baisse en pourcentage dans certains pays, mais comme la population augmente, elle augmente en nombre. Mais peu de gens réalisent à quel point il y a un risque extraordinaire de contradiction entre ces 2 objectifs. Si on veut lutter contre la pauvreté, il faut que les gens consomment plus, et donc plus d'énergie dépensée, ce qui contredit l'objectif d'environnement. Et cette contradiction va être un des enjeux majeurs. Comment réussir à combler le fossé énergétique en même temps que le fossé social? Ça, c'est l'enjeu majeur. Et ça suppose, et ce n'est pas du tout impossible, d'aller directement tout de suite, et je pense que l'ADEME a un rôle à jouer là-dedans, à montrer qu'il est possible, dès le début des premiers stades de développement,
de développer l'usage des technologies économiques de l'énergie, de développer l'usage de panneaux solaires, de biomasse, de toutes sortes de choses, de façon à ne pas créer, de ne pas maintenir ce risque énorme, où on dira, écoutez, la priorité c'est le climat, la pauvreté, taisez-vous, ou l'inverse, la pauvreté c'est la pauvreté, et le climat, on verra plus tard. Et pour ça, ça exige une mutation majeure, très rapide, des techniques d'usage de l'énergie dans ce qu'on appelle les pays du Sud. Je vais citer un ancien président de l'ADEME qui est ici, qui est un ami, qui est Pierre Radane, et qui dit que, en une phrase, pour bien faire comprendre aux gens, le cahier des charges de ce 21e siècle, ça devrait être comment faire la paix avec sa planète et avec ses voisins. Bon, une fois qu'on l'a dit, on l'a posé, mais c'est vrai que c'est quand même toujours très très bon de le rappeler. Donc pour vous, quels sont les incontournables ? Vous avez commencé à le dire, vous, Jacques Attali, en parlant effectivement des enjeux environnementaux et des inégalités sociales. Qu'est-ce que c'est le cahier des charges de ce 21e siècle, par exemple, pour vous, Joël Le René ? Il y a une expérience en cours que je trouve passionnante parce qu'elle est transposable à l'échelle du monde. C'est le projet Maurice Île Durable. Petite île, en plein milieu de l'océan Indien, 1 500 000 habitants, d'ailleurs démographie stabilisée depuis 1958, ce qui est extraordinaire. 5 ethnies, 5 religions. Une formidable un mix énergétique, solaire, éolien, biomasse, énergie des mers, géothermie, etc. Et le Premier ministre a décidé d'en faire un projet pilote pour le monde. Ça s'appelle le projet Maurice Île Durable. D'ailleurs, 5 E pour emploi, éducation, égalité, equity, énergie, environnement. Et donc, il a lancé toute une série de dispositions, de working groups, de groupes de travail d'étrangers, d'entreprises étrangères qui viennent investir à Maurice pour cette mixité énergétique, grâce éventuellement, on l'espère, à une grille intelligente de distribution d'électricité. Alors, sur les valeurs, qu'est-ce qui fait que ce petit pays arrive progressivement à prendre conscience de son propre avenir énergétique, une sorte de microcosme du monde ? D'abord, c'est la diffusion de l'information par les médias. L'association des médias à la responsabilisation des gens sur ce qu'ils peuvent faire tous les jours est fondamentale. Ensuite, c'est le gouvernement qui a eu l'idée de créer, à la suite de propositions qu'on leur a fait, ce qu'on appelle les SIPP, Small Independent Power Producers. Il y a encore anglophone, Maurice et francophone. Donc les petits producteurs indépendants. Ça veut dire qu'il y avait les gros producteurs qui étaient les sucriers, qui avec de la bagasse, qui est de la canne à sucre séchée, faisaient tourner des usines pour faire charbon, bagasse, la cogénération, pour fabriquer de l'électricité. Et le privé fait 55% de l'électricité mauricienne et le public 45%. Donc il y a une bataille entre le public et le privé. Le public disant vous vendez votre électricité trop cher, et le privé répondant nous avons des investissements à long terme, nous sommes obligés d'amortir, etc. Donc bataille qui se règle progressivement par arbitrage mis en place dans le public grâce à des informations de plus en plus grandes diffusées par les médias pour montrer qu'on peut contribuer à la place de ces deux grands producteurs institutionnels de base load, de contribuer à un plus énergétique. Mais alors, c'est là où les valeurs interviennent, c'est que les petits producteurs indépendants ont déclaré au Central Electricity Board, nous pouvons produire 18 mégawatts, Maurice c'est tout petit, hein, c'est 450 mégawatts, nous pouvons produire 18 mégawatts d'électricité par éolien, petites centrales hydroélectriques, biomasse comme les Chinois, biogaz, etc. On sait le faire, on peut le faire. Le CEB a dit non, absolument impossible. Vous allez perturber la grille, il n'y a pas de smart grid encore, et donc on n'accepte que 2 mégawatts. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, qu'il y a une espèce de rébellion du public qui dit mais nous, on peut contribuer à la production énergétique de notre pays, de notre avenir, et vous nous briguez, vous nous bridez en disant c'est pas possible, vous pouvez pas faire plus. Alors, quelles sont les valeurs qu'on est en train d'essayer de faire circuler dans ce petit pays qui est un extraordinaire modèle pour le monde entier ? C'est un peu, Jacques en a aussi parlé dans ses livres, c'est l'empathie, la solidarité, la générosité, le partage. Tu parlais d'Axelrod, enfin tu n'as pas parlé d'Axelrod tout à fait, mais quand tu as parlé de l'altruisme intéressé, c'est typiquement ce que dit Robert Axelrod, si on peut être altruiste et intéressé à la fois. Et l'altruisme intéressé, plus l'empathie, plus la solidarité, plus la générosité, retrouve ce que tu parlais dans tes livres de l'amour et de la fraternité. Hein. Si on n'a pas ces valeurs-là pour construire ensemble un pays, comme l'île Maurice ou comme le monde, on n'y arrivera jamais.